Le funambule français tend un câble entre deux gratte-ciel pour marcher dessus à 416 mètres de hauteur, sans sécurité. Je vais tendre un fil entre les tours du World Trade Center et marcher dessus. L'action du film, basée sur des événements réels, commence sur la torche de la Statue de la Liberté où se trouve le funambule français Philippe Petit. Il parle de son rêve illégal, tendre un câble entre les tours jumelles du World Trade Center pour marcher dessus. L'histoire se déroule en 1973 à Paris. Philippe est un mime de rue, se produisant en tant que prêtre de la mort, à l'intérieur d'un cercle tracé à la craie, où aucune créature maléfique n'a sa place. En violant les limites personnelles, il passe sur les jambes en monocycle. Philippe s'entraînait également au funambulisme. En tendant le câble à différents endroits, il montrait aux curieux des merveilles d'équilibre et d'acrobatie. Les spectateurs le récompensaient avec des dons. Lançant des pièces dans son chapeau, un jour, il a reçu une friandise avec de l'argent qu'il a mangé de manière spectaculaire, ce qui a entraîné un mal de dents. Assis dans la salle d'attente du dentiste, il feuillette un magazine où il voit un article sur les tours jumelles en construction, qui deviendront les plus hauts bâtiments du monde. Oubliant la douleur, Philippe s'enflamme pour l'idée de tendre un câble entre elles et de marcher dessus. Cette promenade sera sa plus grande performance. Il se remémore son enfance heureuse. Lorsqu'il a vu pour la première fois un funambule au cirque, le jeune Philippe regardait, fasciné, l'artiste marcher sur le câble tendu sous le dôme. Imprégné d'expression, il tend des cordes chez lui pour s'entraîner. Progressivement, l'épaisseur du support sous ses pieds diminue, passant de 5 cordes à une seule. Le Philippe adolescent s'introduit à nouveau dans le cirque vide pour essayer de marcher sur le câble sous le dôme. Son père, Rudy, le surprend en train de faire cela. Le principal funambule du cirque, quand il essaie de chasser le jeune insolent, celui-ci fait un spectacle montrant ses talents de jongleur. Papa Rudy prend Philippe sous son aile, essayant de lui enseigner l'art du cirque. Mais Philippe désire plus que de végéter sous le dôme, ce qui entraîne une dispute. Ensuite, son propre père chasse Philippe de la maison, déçu par son choix de carrière. Le jeune artiste part pour Paris afin de conquérir la capitale. La première performance de rue a rencontré un grand succès. Cependant, Philippe a attiré les spectateurs du musicien de rue nommé Oni. Elle veut lui faire part de ses reproches. Mais le garçon l'oblige à continuer la conversation sans mots, comme des artistes mimes. Acceptant les règles du jeu, il joue le jeu pour finalement engager la conversation et se disputer au sujet des spectateurs. Quand la pluie commence, Philippe propose un compromis. Il ne se produira sur la place que les jours où il ne chante pas. Il invite aussi la fille à un café pour lui parler de son rêve, se promener entre les tours en construction du centre commercial, qui seront à 100 mètres au-dessus de la tour Eiffel. Entre Oni et Philippe, une relation romantique se noue. La fille l'aide à trouver un endroit où il peut s'entraîner. Et lui, il lui enseigne à marcher sur le câble. Bientôt, Philippe fait la connaissance du photographe Jean-Louis, à qui il parle de son rêve et lui propose de capturer ce moment sur pellicule. Quand le nœud qui maintient le câble se rompt, Philippe va voir Papa Rudy pour qu'il lui apprenne à attacher correctement les câbles contre une modeste rémunération. Le patriarche emmène le jeune homme en tournée pour s'exercer aux fixations et aux nœuds. Un jour, pendant l'entraînement, Philippe perd l'équilibre et faillit tomber, réussissant à peine à s'accrocher au câble avec ses mains. Papa Rudy dit que négliger les derniers pas est une erreur courante chez les funambules, qui pensent avoir déjà parcouru tout le chemin. Selon les auteurs, cette erreur peut devenir la dernière de sa vie. Bientôt, Philippe est invité pour la première fois à se produire dans un petit village lors d'une fête. Il doit marcher sur le câble au-dessus du lac, sous le regard non seulement des spectateurs, mais aussi de ses amis. L'atmosphère de la fête a empêché le garçon de se concentrer, et il est tombé à l'eau au milieu du chemin. Pour effacer le goût amer de son premier fiasco, le garçon décide de marcher sur le câble entre les tours Notre-Dame de Paris. Le matin, quand les premiers touristes se rassemblent devant le bâtiment historique, Philippe effectue son passage sous les applaudissements enthousiastes. Juste après cela, il est arrêté. Philippe n'est pas content. La presse internationale s'enthousiasme pour lui, tandis que les Français le critiquent. Dans un des journaux, un article parle des tours jumelles. Ils sont presque terminés et seront bientôt mis en service. Voyant cela comme un signe venu d'en haut, le funambule, il s'envole pour New York. Arrivé sur place, le couple admire les dimensions des bâtiments. Bien que Philippe soit tourmenté par des doutes sur la pertinence de son projet, profitant de l'occasion, il grimpe l'échelle pour jeter un coup d'œil sur le toit, près des débris de construction, sous le ciel ouvert, dominant la ville. Philippe marche sur la poutre saillante pour évaluer l'ampleur et maîtriser la peur naturelle de la hauteur. Il doit convaincre Jean-Louis de l'aider à réaliser son projet. Malgré toutes les difficultés, il doit également recourir au conseil de son père Rudy, un homme expérimenté, pour trouver comment stabiliser le câble tendu, avec des câbles supplémentaires pour qu'il ne soit pas ballotté. Au vent, le mentor insiste pour que le jeune homme attache un harnais de sécurité, mais Philippe refuse, ce qui faillit provoquer une dispute. Après une conversation réconciliatrice, le vieil homme, en signe de respect pour le talent de l'élève, lui remet un héritage familial et une enveloppe d'argent, les mêmes billets que le jeune homme avait utilisés pour payer la révélation des secrets professionnels. Philippe, avec l'aide, ils s'entraînent à équilibrer sur le câble qui tangue au vent, quand Jean-Louis arrive avec son ami Jeff, qui a peur des hauteurs, qui rejoint leur équipe. Ils s'entraînent aussi à tirer à l'arc,
pour passer la corde entre les deux tours. Ensuite, Philippe fixe la date de la performance au 6 août, avant la fin des travaux. Ils ont 3 mois pour se préparer. Philippe s'envole pour New York avec une tonne d'équipement. Il avoue honnêtement à la douane qu'il veut tendre un câble entre les gratte-ciel et marcher dessus. Mais le douanier pense que c'est une blague. Philippe, en se faisant passer tantôt pour un constructeur, tantôt pour un employé de bureau, tantôt pour un touriste, a soigneusement étudié le lieu de l'événement, n'hésitant même pas à se présenter comme journaliste lors d'une conférence de presse. Cependant, lors d'une nouvelle promenade sur le chantier, il marche sur un clou qui dépasse, se transperçant la jambe. Il reste 3 semaines avant la date prévue. Et ce qui l'inquiète le plus, ce n'est pas le temps, mais comment accéder au toit de la tour nord. Lors de sa prochaine visite, Philippe reconnaît Barry. Il a vu la performance à Notre-Dame. Barry travaille au 82e étage, où il y a un accès à l'escalier, donc le funambule l'engage dans son équipe. Bientôt, Jean-Louis et Jeff arrivent à New York. En achetant des talkies-walkies pour les communications, Philippe fait la connaissance de JP, un vendeur d'électronique et français, qui est également recruté dans l'équipe. JP aide à trouver 2 autres personnes manquantes, le photographe Albert et le drogué David. Le 5 août, Philippe réunit tous les concernés. Pour discuter à nouveau du plan, la nuit, Philippe fait une crise de nerfs. Il va clouer une caisse avec des outils et un câble, qui sera transporté dans la tour le jour suivant. Ils essaient de le calmer. Finalement, le gars va rassembler l'équipe au milieu de la nuit pour les remercier d'avoir aidé à réaliser ce rêve fou. Le matin, ils se mettent en route pour l'opération. Albert et Jean-Louis, et ils débarquent devant la tour nord pour se cacher jusqu'à la fermeture dans le bureau de Barry. Le fourgon se dirige vers le garage souterrain de la tour sud, où les conspirateurs, sous couvert de travailleurs, déchargent une caisse avec le câble. Cependant, les ascenseurs de service sont occupés. Philippe et les autres doivent attendre la fin du service pour convaincre le manager de faire monter la cargaison en haut. Ils montent au 106e étage. Mais maintenant, un problème se pose avec l'ascensoriste. Il faut s'en débarrasser pour qu'il ne gêne pas les préparatifs. JP propose de l'inviter à une bière pendant que les autres déchargent l'équipement. Quand la roulette du chariot casse, les hommes doivent tirer le câble manuellement jusqu'au toit. Entendant les pas de la sécurité, le drogué David se met à trahir. Philippe le relâche, tandis que lui et Jeff, en laissant tomber leur casque, se cachent sous une bâche sur le balcon, à travers la cage d'ascenseur. Après avoir attendu toute la journée en embuscade, jusqu'à ce que le gardien parte, les gars sortent dans l'obscurité, les jambes engourdies par l'immobilité. En retard sur le planning, ils traînent le câble dans les escaliers quand Philippe aperçoit un gardien endormi. Mais il faut continuer les préparatifs. Tirant le rouleau jusqu'au coin, le gymnaste fait signe à ses complices qui attendent sur l'autre bâtiment. Jean-Louis tire une flèche, mais Philippe ne la trouve pas. Il se déshabille même pour sentir la corde avec sa peau nue. Mais finalement, il voit la flèche tomber un peu plus bas. Il descend pour la saisir, quand Jeff annonce que le gardien s'est réveillé et est parti faire sa ronde. Profitant de son absence, il traîne le reste de l'équipement sur le toit. Ensuite, il tire depuis le bâtiment voisin une corde plus épaisse, attachée à la ligne de pêche, par laquelle il passe une radio filaire pour communiquer. La préparation est interrompue par l'apparition d'un gardien, obligeant Philippe et Jeff à se cacher dans l'ombre. Quand il s'en va, le gymnaste place une alarme sur les escaliers avec des déchets de fortune. Après avoir fixé les cordes de stabilisation, Philippe est prêt à tirer le câble principal vers le toit opposé. Soudain, le câble se détache et tombe en bas. 2 hommes ne peuvent pas le retenir, mais Philippe réussit à visser le boulon qui maintient la boucle, et le câble en acier pend sur la poutre. Il reste quelques heures avant l'aube, l'équipe nerveuse commence à soulever le câble qui est resté suspendu comme un serpent paresseux. Dans la grisaille de l'aube, ils observent depuis le sol les progrès. Le câble a pu être tendu, mais il n'est pas encore bien serré. De plus, Albert a lâché Jean-Louis avec de l'aide, pensant qu'ils étaient en retard dans les préparatifs et que le coup ne réussirait pas. Néanmoins, l'équipe continue de tendre les cordes de stabilisation, assurant la tension au câble principal. La roue de l'ascenseur se met en marche, élevant le gardien sur le toit. Cependant, au lieu du gardien, c'est un col blanc qui monte vers eux, désireux de profiter de la vue. En voyant l'air mécontent de l'homme armé d'un morceau de tuyau, Philippe préfère faire demi-tour et s'en aller, comme si de rien n'était. Ensuite, l'acrobate se prépare pour sa performance. En se changeant en costume de scène, il laisse tomber sa chemise, effrayant Tania, qui l'observe en bas avec des jumelles. Philippe décide de commencer son plus grand numéro. Dans les premiers rayons du soleil, il pose un pied sur le fil tendu à 416 mètres de hauteur. Jeff lui tend un équilibrateur et le monde autour de l'artiste disparaît dans le brouillard. Il ne reste que lui et le fin chemin de 42 mètres sous ses pieds. Philippe pose le 2e pied sur le câble et fait le premier pas au-dessus du vide. Il avance tandis qu'en bas, Jeff, Pi et Barry, voyant le mouvement à travers les jumelles, crient joyeusement et arrêtent les passants pour qu'ils regardent le spectacle qui se déroule au-dessus de leur tête. Sous les cris joyeux de Jeff, le déclic de l'appareil photo de Jean-Louis et la trahison d'Albert,
Philippe termine sa promenade céleste entre les tours jumelles, mais cela ne lui suffit pas et l'équilibriste retourne sur le fil. Il répète le chemin dangereux dans l'autre sens, de la tour nord à la tour sud. Au milieu du chemin, Philippe s'arrête sur le fil, se met à genoux et salue ses partenaires dans cette performance, puis il continue son chemin. Mais sur le toit, 2 policiers attendent déjà. En s'approchant d'eux, Philippe passe l'équilibrateur autour de son cou pour se retourner et aller dans l'autre sens. Au milieu, il s'arrête à nouveau pour exécuter son nouveau tour, se mettre à genoux en s'appuyant sur le mât et regarder en bas. À ce moment, Jean-Louis et Albert entendent dire « Les policiers en course se cachent pour les laisser passer, tandis qu'eux-mêmes s'enfuient par les escaliers. » En dansant légèrement, Philippe atteint la tour nord et répète son astuce avec un tournant. De retour au milieu, il pose le mât à travers le câble et s'équilibre dessus sous les regards effrayés des policiers. Ils essaient de l'attraper à l'approche. Mais l'artiste se retourne à nouveau, continuant sa performance. Pour plus de piquant, Philippe s'assoit sur le câble, puis s'allonge complètement dessus, suscitant des questions légitimes sur la façon dont le câble ne s'affaisse pas sous le poids de ses testicules titanesques. Les fixations du câble commencent lentement à perdre leur intégrité, menaçant de se rompre. De plus, un hélicoptère de police tourne au-dessus du gymnaste. Sans penser un instant que les courants d'air soulevés par les pales pourraient faire tomber quelqu'un, Philippe s'approche de la tour sud où un policier est déjà prêt à l'attraper. Il les remercie pour leur patience et s'apprête à terminer le spectacle, mais à la dernière étape, ses jambes commencent à trembler. Calmant son tremblement, le gars jette le mât avec force, puis saute sur le toit et se présente. On lui met immédiatement des menottes, tandis que la foule de curieux applaudit avec admiration en bas. L'artiste est emmené. En descendant les escaliers, il voit des ouvriers qui l'applaudissent aussi. À la sortie de l'ascenseur, le jeune homme est attendu par des représentants de la presse, prêts à lui faire une interview ici et maintenant. Pour cet acte, les autorités ont condamné Philippe à des travaux d'intérêt général. Encore une fois, marcher sur le câble, mais à une hauteur sécurisée. Et pour les enfants, l'incident est devenu une sensation mondiale. Il a été écrit à son sujet dans les journaux du monde entier. Le héros rencontre son équipe dans un restaurant pour les remercier. Sans eux, rien de tout cela ne serait arrivé. En sortant du restaurant, il regarde les Twin Towers, qui semblent différentes. Peut-être qu'elles ont perdu leur virginité, ou peut-être qu'elles ont acquis une âme vivante après avoir été conquises par l'homme. Plus tard, Philippe sera même demandé de laisser un autographe sur le toit avec le schéma de sa promenade, ainsi que l'architecte des tours, Gaïta. Zoli lui a délivré un laissez-passer permanent pour le toit, que Philippe a utilisé à maintes reprises, regardant d'en haut le gouffre qui s'étendait sous ses pieds, et se remémorant comment il l'avait un jour conquis. C'est ainsi que se termine le film.